Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du chef-lieu de canton, Crépy-en-Valois. Étant donné l'histoire, les monuments et les infrastructures de Crépy, j'ai préféré faire 4 vidéos pour éviter d'en faire une trop longue. Les 2 premières seront consacrées à l'histoire, la 3e à ses monuments et la 4e à quelques anecdotes et les infrastructures. Crépy-en-Valois, capitale du Valois, est une petite ville d'environ 15 000 Crépinois et Crépinoises qui se situe sur la D 1324 entre Villers-Cotterêts à l'est et Senlis à l'ouest et sur la D 332 entre Compiègne au nord et Meaux au sud. La ville se trouve à 60 km de Paris. Crépy-en-Valois a eu jadis les noms suivants: Crispeium in Valesia au IXe siècle, Crispiacus, Crispiacum en 1223, Crispinacum, Crispeiacum, Crispeium en 1504, Crispeium sulvanectum, puis Crespi, Crépy avec un I, Crespi avec un I, Crespey, et enfin le Crépy-en-Valois d'aujourd'hui. Crépy comptait plusieurs hameaux qui ont été rattachés depuis à la ville. Il y avait Bouillant, Gérême, Azemont et Mermont. Dans cette première vidéo, je vais vous conter l'histoire de Crépy-en-Valois en me basant sur le livre de monsieur Jean-Marie Tomasini, Crépy-en-Valois, 1000 ans d'histoire. Je tiens d'ailleurs à le saluer et lui envoyer 1000 merci pour son aide. Je ne vais bien sûr pas tout raconter, ce serait trop long, mais je vais essayer de faire un résumé le plus complet possible de l'histoire de Crépy-en-Valois. Les origines de Crépy-en-Valois sont multiples. À vous de choisir votre préféré. Moi, c'est fait. La première serait gauloise selon Claude Carlier qui veut que les Gaulois ignoraient l'art de bâtir et trouvaient plus commode de loger dans des grottes qui se disaient cryptae en latin. Mais on sait désormais que les Gaulois maîtrisaient le travail du bois et logeaient dans des maisons à structure de bois. D'autres y ont vu le nom d'un grand propriétaire ou d'un général romain, Crispiacus, qui aurait fait édifier un castrum. Mais le nom de la future cité ne figure pas dans les récits romains et surtout pas dans la guerre des Gaules de Jules César. Une troisième version suppose que les évangélisateurs du Soissonnais, au IVe siècle, Saint Crépin et Saint Crépinien, auraient donné leur nom à l'endroit qu'ils venaient de christianiser. Ces 3 premières versions sont basées sur l'étymologie du nom de Crépy-en-Valois. Une dernière hypothèse, plutôt topographique celle-là, viendrait du mot latin crispus qui désigne un endroit plissé. Au moment de la conquête romaine, Crépy-en-Valois fut rattaché aux Sulvanex qui auraient donné leur nom à Senlis, la vallée de l'Autonne servant de frontière entre ces derniers et les Suessions de Soissons. La présence gallo-romaine a été très importante autour de Crépy-en-Valois si l'on se réfère aux nombreux toponymes en Y dérivés du latin Iacus, regroupés dans la plaine entre Senlis et Crépy-en-Valois, Duvy, Néry, Ducy, Trumilly et bien d'autres. Iacus voulant probablement dire domaine de. Vers le IIIe siècle commence l'évangélisation de la région. À la fin du IVe apparaissent les premières églises rurales. Bouillant fut probablement l'un des premiers lieux christianisés du nouveau diocèse de Senlis. Selon Carlier, Dagobert aurait, comme à Moriaval, fondé un monastère double à Sainte-Agathe. Devant l'afflux des vocations devenues très nombreuses, le monastère aurait été scindé en 2, les moines restant à Sainte-Agathe et les moniales rejoignant une communauté installée à Jouarre. Comme à Moriaval, la fondation attribuée à Dagobert reste invérifiable. Il faut cependant remarquer que le règne de Dagobert coïncide avec une réactivation provisoire du commerce à Crépy-en-Valois. Il est possible qu'une petite agglomération se soit formée autour du monastère. Le vocable de l'église Sainte-Agathe est très ancien et le château dépendait de cette paroisse, ce qui pourrait signifier que le vallon de Sainte-Agathe était habité antérieurement au site du château. La présence mérovingienne est prouvée à Crépy-en-Valois car dans les années 1870, on a découvert 2 cimetières à Crépy. L'un sous la chapelle Sainte-Euphrasie du parc de Gérême et l'autre à Bouillant. Vers la fin du IXe siècle, le besoin de forteresse se fait nécessaire avec les invasions normandes et le site de Crépy est idéal. Les invasions passées, après des querelles de clans et des conflits dynastiques, les castrums deviennent des lieux de protection définitifs et les habitants viennent se regrouper auprès de ces enceintes. C'est sans doute ce phénomène qui s'est produit à Crépy-en-Valois. Les premières documentations fiables sur Crépy-en-Valois n'apparaissent pas avant le Xe siècle. Les premiers comtes de Crépy-en-Valois, au 8e et 9e siècle, sont probablement des fidèles serviteurs des souverains carolingiens chargés d'administrer les pagus, que l'on pourrait traduire par pays. Pour Crépy était le Pagus Vadensis, que l'on peut aussi traduire en pays du Valois. Ils doivent alors résider à V, la première capitale du Valois.
Primitivement officiers de la couronne, les comtes obtiennent l'hérédité de leurs charges. Ils transmettent donc leurs charges et leurs fiefs ainsi que leurs droits seigneuriaux, droits de justice, droits de nature économique, redevances perçues en échange de leur protection. Au milieu du Xe siècle, la féodalité est en place et, sous la pression féodale, les limites du Pagus Vadensis ont éclaté, remplacées par une fragmentation de châtellenies indépendantes. Ce qui reste du Valois se trouve alors intégré à un vaste bloc territorial qui comprend l'Amiénois et le Vexin, dont les comtes portent le nom. Pendant cette période, le nom de Valois n'apparaît qu'à de rares occasions. On a longtemps cru que les comtes d'Amiens, du Vexin et du Valois descendaient de Charlemagne, et c'est le cas, mais par les femmes. La mère du premier comte identifié, nommée Héloïse, serait la petite-fille de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Il va être à l'origine d'une longue lignée de comtes qui vont régner sur le Valois pendant environ un siècle. Je ne vais malheureusement pas pouvoir m'attarder sur leur histoire, au risque d'y passer trop de temps. Je vais donc vous les présenter brièvement, et je vous rappelle que le livre de monsieur Jean-Marie Tomasini le fait mieux que moi et plus en détail. Je ne peux que vous conseiller de dévorer ce livre, au sens figuré bien sûr. Donc, le premier de ces comtes se nommait Raoul de Grouy. Il était originaire de Grouy en Arouaise, à la frontière du Cambrésis. Il épouse Hildegarde, qui lui donne 2 fils, Raoul et Gauthier. Il meurt en 926. Après sa mort, une lutte pour le pouvoir et la possession des terres s'engage. Herbert de Vermandois s'empare de l'Amiénois et probablement du Vexin. Raoul, le fils aîné, ne se maintient que seul dans le Valois. C'est en essayant de reprendre son héritage qu'il trouve la mort en 943. C'est probablement lui qui fait venir les reliques de Saint-Arnoux à Crépy. Son frère Gauthier le remplace. Il semble qu'il soit parvenu à recouvrer les comtés du Vexin et d'Amiens quelques années plus tard. Sa femme, Adèle, fille du comte de Foulques, lui donne 5 fils. Guy, évêque de Soissons, Gauthier, Raoul, Geoffroy et Foulques. Probablement mort entre 996 et 998, c'est à son fils Gauthier que revient le comté. Plus connu sous le nom de Gauthier le Blanc, en raison de son âge avancé à sa mort, et peut-être aussi de sa sagesse, il apparaît pour la première fois en 998 sur une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Valéry. C'est avec lui que nous est parvenu le premier texte où figure le nom de Crépy en Valois. Écrit par un moine, ce texte, sur la vie du roi Robert le Pieux, contient cette citation. Au château de Crépy, dans le Soissonnais, construit avec magnificence par le puissant Gauthier, le noble roi Robert construisit une noble abbaye et la rendit illustre à jamais. Nous apprenons par cette phrase que Gauthier édifia un château à Crépy et qu'à l'intérieur est fondée l'abbaye Saint-Arnoux avec le consentement du roi Robert. La fondation est supposée avoir été faite en 1008. De son mariage avec Adèle de Breteuil, Gauthier a 4 enfants, Dreux, Raoul, Foulques et Adèle. Dreux hérita des possessions d'Amiens et le Valois vint à Raoul. Foulques demeurait évêque d'Amiens. Raoul, troisième du nom, n'a guère laissé de traces dans les chroniques. Il resta en possession du Valois jusqu'à sa mort, survenue probablement en 1037. Au Valois s'ajoute le comté de Nanteuil à la suite de son mariage avec Adèle qui le lui apporte en dot. A son tour, Raoul partage ses terres entre ses 2 fils, Raoul et Thibaut. Raoul hérite du Valois et Thibaut du comté de Nanteuil et des petits fiefs dans la vallée de l'Automne. Raoul IV, connu aussi sous le nom de Raoul IV de Crépy, n'est qu'un petit seigneur mais avec de grandes ambitions. Possesseur du seul comté du Valois, il sera, à sa mort en 1074, considéré comme l'un des puissants de la cour royale. Raoul est exceptionnel et impressionne ses contemporains par son courage et son intelligence, mais il est surtout un redoutable meneur d'hommes. Une ville assiégée par Raoul est une ville prise, aucune ne lui résiste. Pas même Montdidier et Péronne, réputés imprenables. C'est lui qui est chargé d'accueillir Anne de Kiev en 1051, future reine de France qui allait épouser Henri Ier. Il a dû en tomber follement amoureux, car quelque temps après la mort du roi, en 1060, il répudie son épouse Akhéné, enlève de force la reine du château de Senlis, l'emmène dans son château de Crépy-en-Valois, où il l'épouse. Un scandale éclate et il est excommunié. Malgré tout, il restera avec Anne jusqu'à sa mort. Il fut enseveli dans la ville de Montdidier où il souhaitait reposer. Raoul mort, son fils Gauthier mort au combat en 1072, le comté revint à Simon, son second fils, que l'on peut voir sur l'un des vitraux de l'église de Trumilly. Après la mort de sa mère, Adèle, la première femme de Raoul, il fut confié à Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant. Tout en luttant pour conserver son territoire face à Philippe Ier, il intercède auprès du pape Grégoire VII pour transférer le corps de son père à Crépy. À la vue du corps de Raoul, il se prit à méditer sur la condition humaine. Il évita plusieurs mariages, se consacra au Christ et renonça à ses possessions. Sa sœur Adélaïde, mariée à Herbert IV de Vermandois, hérite du Valois.
Simon décède le 30 septembre 1082. Adélaïde et Herbert ont 2 enfants, un fils Eudes, déshérité par son père, et Adélaïde de Vermandois. Cette dernière se marie à Hugues, frère de Philippe Ier. Des 7 enfants qu'ils ont, c'est l'aîné Raoul Ier de Vermandois, et aussi Raoul V de Valois, qui succède à son père. Raoul, petit-fils d'Henri Ier, neveu de Philippe Ier, cousin de Louis VII, se dévoue au service exclusif de la royauté. Jusqu'à sa mort en 1152, il soutiendra fidèlement la couronne. Le comte laisse à son jeune fils de 5 ans un énorme héritage. Son tuteur, Yves de Nesle, conclut un mariage en 1156 avec Marguerite, sœur de Philippe d'Alsace, qui lui-même avait épousé la sœur de Raoul, Élisabeth. Le mariage ne fut jamais consommé car l'année même de son mariage, Raoul fut frappé par la lèpre. Il reste en place malgré tout pour aider son beau-frère Philippe d'Alsace. Il meurt entre 1164 et 1167 sans descendance. Dans les années 1170, Philippe d'Alsace, comte de Flandre et maître d'Artois, hérite du Valois Vermandois. Mais sa puissance sera bientôt menacée car, le 26 mars 1182, quelques semaines après avoir fondé la collégiale Saint-Thomas, Élisabeth meurt sans enfant. Voulant profiter du décès de sa cousine pour accroître ses terres, le jeune roi Philippe Auguste se retrouve face à Philippe d'Alsace pour ce qui sera connu comme la guerre des 2 Philippes. Après quelques escarmouches et pillages, ils se retrouvent face à face en avril 1182. Finalement, on se résout à négocier et à conclure une paix. Le comte acceptait de céder l'Amiénois, le roi lui accordait de garder le Vermandois et le Valois, mais seulement à titre de gage. Le comte meurt en 1191 lors de la 3e croisade à Jérusalem. À sa mort, le roi accepte de laisser le Valois à Aliénor, sœur d'Élisabeth, sous réserve que sans descendance, le roi recouvrerait le Valois. Et c'est ainsi qu'après 4 mariages sans enfants et la mort de Aliénor en 1213, que le Valois entre dans le domaine royal un an avant Bouvines. En ce début du XIIIe siècle, le Valois alors devenu domaine royal, Crépy va connaître un essor économique grâce aux foires de Champagne. Ces foires, organisées notamment à Bar-sur-Aube, Provins et Troyes, étaient très importantes. Allemands, Anglais, Écossais, Italiens et Flamands s'y retrouvaient pour négocier du vin, des fourrures, des cuirs et surtout des draps de Flandre et des épices d'Orient. Crépy-en-Valois est devenue une ville-étape pour ses marchands et a donc nécessité la construction de halles, de comptoirs pour entreposer les marchandises, d'auberges et d'hôtels. Chaque marchandise pénétrant dans la ville devait un droit de péage au profit du seigneur de Crépy. Ces foires de Champagne ont amené une intense animation dans la ville au cours des 150 années de foires de Champagne. Outre le vin, le cuir et les draps, la ville était devenue célèbre pour son trafic de porc, ce qui valut aux habitants le sobriquet peu flatteur de cochon de Crépy. De nos jours, ce sobriquet a donné naissance à la fête annuelle des cochons de Crépy au mois d'août. Il existe une légende selon laquelle des cochons auraient réveillé les habitants de Crépy lors d'une attaque des troupes du roi de Navarre, un peu comme les oies du Capitole, mais rien n'atteste cette histoire qui reste toutefois plausible. Cette intense animation commerciale qui enrichissait les Crépinois se concrétisa dans le droit de fonder une commune. Les communes résultaient de l'association des habitants du bourg dans laquelle chacun se considérait comme l'égal des autres. Mais cette association ne pouvait être constituée qu'avec l'accord du seigneur. Pour être de la commune, il faut jurer la commune. La commune était alors, comme de nos jours, administrée par un maire et des jurés élus. À cette époque, Crépy-en-Valois est à son apogée. Le négoce flamand, le commerce très actif, apporte aux Crépinois, pendant ces années-là, une aisance et une prospérité qu'ils ne retrouveront plus jamais. Depuis le XIe siècle, auprès du château qui lui a donné naissance, la ville s'est agrandie, protégée par son enceinte qui relie la porte Sainte-Agathe à la porte de Compiègne, qui passerait aujourd'hui entre la rue Thiers et la rue de la Cloche. Sur la place de la Croix-au-Bourg, à proximité du château, les bourgeois ont élevé le rappel de leur liberté et de leur richesse. Le beffroi. Ce beffroi porte la cloche commune. À côté des cloches de Saint-Arnoux qui sonnent le temps de Dieu, celle du beffroi marque le temps des marchands et appelle aux affaires et aux assemblées de la commune. Tout à côté se trouve la halle de la ville où se tient la corporation la plus puissante, celle des bouchers. Le beffroi et la halle occupent l'espace central de ce qui est de nos jours la place Gambetta. Faisant face à la Croix-au-Bourg, la place du Pilori est une autre manifestation de l'indépendance communale, le droit de justice. Ne montent au Pilori que les personnes condamnées à une peine infamante. Cette place Gambetta, aujourd'hui si calme, se trouvait au cœur de l'effervescence crépinoise. Depuis leur attachement à la couronne, les rois avaient accompli de nombreux séjours à Crépy. Philippe Auguste y passa en 1213 et Saint-Louis séjourna au château d'où il rendit un certain nombre d'édits.
Il confia le Valois à sa mère Blanche de Castille à titre de douaire, droit de l'épouse sur les droits de son mari, puis le donna à son fils Jean Tristan, car afin de préserver l'intégrité de leur possession, les rois ne dotaient leurs fils cadets que de petits comtés. À sa mort, le Valois retourna à la couronne. Philippe le Hardi le conserva d'abord dans son patrimoine, il y fit même une entrée solennelle dans Crépy en 1281. En 1291, il érigea les deux châtellenies de Crépy et de la Ferté-Milon en un comté qu'il confia à son fils Charles. Jusqu'alors, les propriétaires du Valois ne portaient plus le titre de comte. Le nouveau comte prendra le nom de Charles de Valois. Il décéda en 1325, laissant le Valois à son fils Philippe. 3 ans plus tard, en 1328, Charles V, le dernier des fils de Philippe le Bel, mourait sans postérité. Philippe de Valois, cousin du roi, le plus proche de la race royale, en comptant par les mâles, monta sur le trône cette même année. Avec lui arrivait la guerre de 100 ans. Pour Crépy, au danger anglais, venait se rajouter le péril navarrois. Charles, roi de Navarre, convoitait le trône des Valois. Durant les premières années, apparemment, Crépy, protégé par ses murailles, ne subit ni les pillages navarrais, ni les désordres de la jacquerie. C'est à partir de 1410 que la tranquillité de Crépy va être troublée par la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Durant quelques années, Crépy va être ballotté entre les deux clans, la ville tombant dans les mains de chaque camp tour à tour. Le 11 août 1429, la ville ouvrit ses portes au roi et à Jeanne d'Arc et, après quelques escarmouches et une bataille tactique contre les Anglais, le roi retourna faire le siège de Paris. C'est pour entreprendre la défense de Compiègne que Jeanne, en 1430, séjourna de nouveau à Crépy la veille de sa capture par les Anglais à Compiègne. Le 24 mars 1432, Crépy fut prise par les Anglais. La présence anglaise sera assez brève, 2 mois. En mai, la ville repassera du côté français. Après la guerre de 100 ans, Crépy pansa ses blessures. Le duc Charles autorisa les habitants à se servir des pierres du château ruiné pour construire leurs maisons. Le désir de vivre se concrétisait dans de nouveaux monuments. Les maisons à tourelles de la fin du XVe sont l'éloquent témoin de cette ardeur nouvelle qui ressurgit en Valois dans les dernières décennies de ce siècle. Charles d'Orléans mourut en 1465, laissant le Valois à sa veuve Marie de Clèves, qui gouverna le duché jusqu'à la majorité de son fils, qui devient roi de France en 1498 sous le nom de Louis XII. Voilà, c'est la fin de la première partie sur l'histoire de Crépy en Valois. Je vous retrouve bientôt pour la suite tout aussi intéressante et la découverte de cette petite ville. En attendant la suite, je vous propose d'aller découvrir les autres communes du canton de Crépy en Valois. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner, et surtout à activer la petite cloche pour ne pas rater la suite de la découverte de Crépy en Valois. A bientôt, Crépy en Valois.